Ma sœur savait que je partais en vacances, mais elle a tout de même exigé que je garde ses enfants. Quand j'ai refusé, mon père a hurlé. Tu es d'un égoïsme monstre. Je suis partie en silence. Le lendemain à l'aube, ils ont débarqué devant ma porte avec les valises des petits. Mais à la place d'une tante soumise, ils ont trouvé une lettre scotchée sur le bois. Après l'avoir lue, les cris ont réveillé tout l'immeuble. Je m'appelle Lison. J'ai 32 ans et quelques par en chemin. Ma famille a décidé que mon temps libre leur appartenait de droit divin. Ma sœur Maglone savait que je préparais ce voyage de printemps depuis des mois. Elle savait que j'avais posé mes congés, réservé les vols avec mes amis d'université, et rayé chaque jour sur mon calendrier avec une ferveur presque religieuse. Et pourtant, elle a annoncé que sa baby-sitter s'était désistée et que, par conséquent, c'était moi qui garderais ses enfants. Ce n'était pas une question. C'était une décision lâchée au milieu du dîner chez mes parents, entre la poire et le fromage. Comme si mon voyage n'était qu'un caprice qu'elle pouvait annuler d'un claquement de doigts. Mes parents n'ont pas semblé surpris. Ils se sont simplement tournés vers moi, attendant la même réponse que j'avais donnée trop de fois auparavant. Cette fois, j'ai dit non. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas listé tout ce que je perdrais. J'ai simplement dit que je partais pour mes vacances de printemps et que je ne resterais pas à la maison pour faire du babysitting. Le visage de Maglone a viré au rouge d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le genre de colère qui dit « Tu viens de briser une règle familiale tacite ». C'est alors que mon père, Ambroise, est intervenu, la voix dure, demandant pourquoi j'étais si égoïste et pourquoi je ne pensais qu'à moi-même. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mon sac, je suis sortie et j'ai conduit jusqu'à chez moi, le cœur battant si fort qu'il faisait trembler mes mains sur le volant. Le lendemain matin, ils se sont présentés à ma porte avec les enfants. Avant de vous raconter ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé après que je sois sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Quelques soirs avant cette confrontation désordonnée, ma vie semblait encore presque normale. Je vis à Annecy, une ville magnifique mais où le coût de la vie ne pardonne pas. Je travaille comme restauratrice de montres anciennes. C'est un métier de précision, de silence, où le moindre tremblement peut détruire un mécanisme vieux de 2 siècles. Mon travail dévore mon énergie et ma concentration si je ne fais pas attention. Alors, planifier une vraie pause m'avait semblé presque impossible pendant des années. Ce voyage à Madère avait commencé comme une blague dans un groupe de discussion avec des amis de fac, et est lentement devenu quelque chose de réel. Les alertes de prix pour les vols au départ de Genève, le partage d'une location avec vue sur l'océan, les débats sur qui cuisinerait quel soir. J'avais déplacé des quarts de travail, supplié pour des jours de congés spécifiques, et regardé mes heures de vacances disparaître du portail de l'entreprise une par une. Ma sœur aînée, Maglone, connaissait chaque détail parce que j'avais été assez naïve pour lui en parler avec excitation. J'avais parlé de la compagnie aérienne que nous utilisions, de l'heure matinale du vol, et de la façon dont je devrais partir pour l'aéroport avant le lever du soleil depuis mon appartement. Elle écoutait, posait des questions pratiques sur le poids des bagages et l'assurance voyage, et jamais une seule fois elle n'a laissé entendre que mes projets pourraient être un problème pour elle. La chose est que Maglone me traitait comme sa baby-sitter intégrée bien avant que ce voyage n'existe. Quand elle a eu ses enfants pour la première fois, cela a commencé petit. Elle appelait et demandait si je pouvais passer 1 heure pour qu'elle puisse faire une course seule. Je me disais que ce n'était pas grand-chose. 1 heure s'est transformée en un samedi après-midi, puis en des soirées entières où j'étais laissée sur le canapé avec des dessins animés en boucle pendant qu'elle restait tard dehors avec son mari, Landry. Mes parents me voyaient si souvent avec les enfants qu'ils ont simplement intégré cela dans le récit familial. Quand ils parlaient de Maglone ayant besoin d'une pause, mon nom était toujours la réponse suspendue dans l'air. Je vis seule. Je n'ai pas d'enfant. Je loue un appartement T2 au lieu d'une maison avec jardin. Donc, dans leur esprit, mon temps doit coûter moins cher que le sien. Au cours de la dernière année, j'avais commencé à prendre du recul. J'ai arrêté de dire oui automatiquement. J'ai laissé certains appels aller sur messagerie et j'ai dit à Maglone que je ne pouvais pas garder les enfants les soirs de semaine quand j'avais des pièces délicates à restaurer le lendemain matin. Elle n'a pas aimé le changement. Le ton de ses messages est passé de reconnaissant à impatient, et elle a commencé à m'envoyer des plannings au lieu de questions, comme si mon calendrier existait pour être rempli autour du sien. Il y a eu un soir qui aurait dû m'avertir jusqu'où elle était prête à aller. Je me préparais à me connecter pour une enchère en ligne obligatoire pour l'atelier quand elle a appelé.
voix déjà en mode crise, disant que sa garde de secours avait échoué et qu'elle était déjà à moitié sortie de la porte. Avant que je puisse traiter ce qu'elle voulait dire, on a frappé à mon appartement et 2 petits sacs à dos ont atterri sur mon paillasson. Mon enchère a fini par se dérouler en arrière-plan sur muet pendant que je distribuais des collations et essayais d'empêcher les enfants de se battre pour une tablette au milieu de mes outils de précision. Maglone les a récupérés 3 heures plus tard, joyeuse et fatiguée, me remerciant comme si elle venait d'emprunter un pull. Après cela, j'ai essayé d'être plus directe. Je lui ai dit que j'avais besoin d'au moins un jour de préavis si elle voulait que j'aide, que mon travail ne me permettait pas de tout laisser tomber juste parce qu'elle décidait de quitter la maison. Elle a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait, et dans la semaine, elle m'envoyait les mots « Tu es la seule à qui je fais confiance avec eux ». Chaque fois que j'hésitais, cela cessait de sonner comme un compliment et commençait à ressembler à un avertissement. Au moment où les vacances de printemps approchaient, je gardais cette semaine comme si c'était la dernière bonne chose qui m'attendait. J'avais une liste collée sur mon frigo avec tout ce que je devais emballer. Passeport, chargeur, écouteurs, trousse de toilette. Des alarmes réglées sur mon téléphone pour m'enregistrer sur le vol et un VTC déjà programmé pour m'emmener à l'aéroport de Genève avant l'aube. Mes collègues savaient que je serais partie. Mon patron avait signé et mes amis continuaient d'envoyer des captures d'écran du compte à rebours. Mes parents ne voyaient presque jamais les parties qui m'épuisaient. Ils entendaient que j'étais chez ma sœur et supposaient que nous passions juste du temps ensemble. Les rares fois où je mentionnais être fatiguée, ma mère, Bérénice, me rappelait que Maglone avait 2 jeunes enfants et mon père disait que j'étais douée avec eux. Comme si cela réglait tout. Personne ne demandait ce que j'avais abandonné pour être là. Personne ne se demandait si je voulais jamais un week-end qui ne tournait pas autour de la routine du coucher de quelqu'un d'autre et de l'horaire de sortie d'école. Pour comprendre la toxicité de cette situation, il faut remonter un peu plus loin. Maglone a toujours été l'enfant doré. À 36 ans, elle se présente comme une stagiaire et influenceuse lifestyle sur Instagram. La réalité, c'est qu'elle vit au-dessus de ses moyens, accumulant les dettes pour maintenir une façade de perfection bourgeoise à Annecy, tandis que son mari, Landry, un représentant commercial souvent absent, ferme les yeux. Pour mes parents, Maglone a réussi parce qu'elle leur a donné des petits-enfants. Moi, Lison, avec mes loupes d'horloger et mes doigts tachés d'huile, je suis utile, mais pas admirable. Il y a 2 ans, j'ai perdu un contrat de restauration très lucratif pour une pendule neuchâteloise du XVIIIe siècle. Maglone m'avait juré qu'elle passerait récupérer ses enfants à 14 heures. Elle est arrivée à 21 heures, sentant l'huile de massage et le vin blanc. Pendant ce temps, l'un des petits avait heurté mon établi, faisant tomber une pièce de mécanisme introuvable. J'ai passé la nuit à 4 pattes à chercher un ressort de la taille d'un cil, en pleurs. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a soupiré. « Oh Lison, ce ne sont que de vieux objets. Tes neveux sont vivants, eux. Tu manques de perspective. » C'est ce jour-là que quelque chose s'est brisé en moi, plus irréparable que n'importe quelle montre. Le dernier dimanche avant mon voyage, mes parents ont invité tout le monde à dîner chez eux. Ils font ça souvent. Ils aiment prétendre que nous sommes toujours une famille simple qui peut s'asseoir autour d'une table et parler de choses ordinaires. Je suis arrivée fatiguée d'une longue semaine, mais déterminée à garder la soirée calme. Je m'étais déjà promis de ne pas évoquer le voyage à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je voulais une nuit tranquille avant que tout ne s'arrange ou ne s'effondre. Maglone est arrivée plus tard que tout le monde, avec les 2 enfants accrochés à ses jambes et un sac de collation pendant à une main. Elle a laissé tomber le sac sur le comptoir, a salué nos parents et s'est glissée dans leur rythme habituel comme si elle n'avait pas passé la dernière année à traiter mon temps comme une extension de son calendrier. J'ai gardé les yeux sur la salade que je mélangeais, me rappelant que je partais dans quelques jours et que je n'avais qu'à survivre à une réunion de famille de plus. Nous avons mangé dans le salon avec la télévision bourdonnant en arrière-plan. La conversation rebondissait entre la météo et la circulation locale autour du lac. J'attendais le moment où le sujet changerait. Il a changé. Quand Maglone s'est penchée en arrière sur le canapé et a annoncé que sa babysitter avait annulé et que les vacances de printemps seraient un gâchis à moins que quelqu'un n'intervienne. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle n'en avait pas besoin. La pause qui a suivi était familière. L'espace silencieux où tout le monde faisait semblant de réfléchir en attendant que je prenne la parole. Mes parents ont échangé un regard. L'un des enfants a demandé plus de jus. Le son de la télévision a rempli le silence jusqu'à ce qu'il semble être le seul bruit dans la pièce. Le pot-au-feu de ma mère refroidissait dans mon assiette, une couche de graisse commençant à figer sur le bouillon.
C'était une métaphore parfaite de l'ambiance, lourde, indigeste et froide. J'ai dit à tout le monde que je partais toujours en voyage. Ma voix est sortie stable, presque plate. J'ai rappelé que mes vols étaient réservés, que mes jours de vacances étaient approuvés et que mes plans étaient fixés. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas proposé de compromis. Je l'ai juste énoncé comme un fait sur ma vie que personne d'autre n'était autorisé à réécrire cette fois. L'air a changé. Maglone a finalement tourné la tête vers moi, son expression tendue d'une manière qui a fait se serrer mon estomac. Elle a commencé à énumérer les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'aide. L'école était fermée. L'écart de travail de Landry avait changé. L'argent était serré à cause d'un investissement raté dans son business de vente pyramidale de produits de bien-être. La garde d'enfants dans notre région coûtait plus cher qu'il ne pouvait le supporter. Chaque phrase s'empilait sur la dernière comme une preuve dans une affaire où le verdict avait déjà été décidé. À la fin, elle a dit qu'elle pensait que la famille était censée être là quand cela comptait. Mon père, Ambroise, a posé son assiette sur la table basse. Il m'a regardé comme il le faisait quand j'étais une adolescente brisant le couvre-feu, comme si j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence. Il m'a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à des vacances et non aux responsabilités qui se passaient ici à la maison. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais si fatiguée. Il n'a pas demandé de quoi j'avais besoin. Tout ce qu'il voulait, c'était que je dise que j'annulerais. Ma mère, Bérénice, a essayé d'aplanir les choses de la manière douce qu'elle fait toujours, disant que tout le monde était stressé et que nous pouvions trouver quelque chose si j'étais flexible. Le mot flexible a atterri comme une pierre dans ma poitrine. Dans notre famille, ce mot a toujours signifié que je devais être celle qui plie. J'ai posé ma fourchette et croisé les mains sur mes genoux pour que personne ne voie à quel point elle tremblait. J'ai dit aussi uniformément que possible que je n'annulais rien et que ma réponse n'allait pas changer. J'ai ajouté que j'étais heureuse de voir les enfants aux anniversaires et aux vacances, mais que ma vie ne pouvait plus tourner autour du babysitting d'urgence. Personne n'a parlé pendant un long moment. La télévision continuait de jouer. Maglone me regardait comme si elle ne reconnaissait pas la personne assise en face d'elle. À ce moment précis, j'ai senti une chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une colère pure, distillée par des années de silence. Si vous étiez à ma place, assis sur ce canapé floral démodé, face à 3 personnes qui vous regardent comme si vous étiez un monstre simplement pour avoir voulu utiliser vos propres congés payés, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé? Auriez-vous pleuré? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si votre propre père vous avait traité d'égoïste pour avoir voulu vivre votre vie. J'ai rassemblé mes affaires sans me presser et je me suis levée. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait dire autre chose, puis l'a fermée quand je n'ai pas détourné le regard. J'ai remercié ma mère pour le dîner, j'ai serré l'un des enfants dans mes bras quand il a couru vers moi et je suis sortie vers ma voiture avec mes clés déjà dans ma main. Mais je savais, en marchant vers ma petite Twingo garée dans l'allée gravillonnée, que ce n'était pas fini. Je pouvais sentir le regard de Maglone brûler mon dos à travers la fenêtre du salon. La nuit après ce dîner, je me suis enfin laissé expirer. De retour dans mon appartement, le silence semblait plus lourd que le trajet en voiture. J'ai laissé tomber mes clés dans le petit plat en céramique près de la porte et je suis restée là un moment, écoutant le bourdonnement sourd de la circulation se dirigeant vers le centre-ville d'Annecy. Au-delà des immeubles, les faibles clignotements des lumières de la ville allaient et venaient, et chacun me rappelait qu'il y avait encore une issue à tout cela si je tenais ma ligne. Je me suis dit que dire non devant ma famille avait été la partie difficile. Mon téléphone n'était pas d'accord. Dès que je l'ai posé sur le comptoir, il a commencé à bourdonner par rafales courtes et impatientes. Le premier message était de Maglone. Un seul bloc de texte qui remplissait l'écran. Elle écrivait sur les écoles fermées, sur l'écart de travail de Landry, sur son épuisement et sur le fait que personne ne comprenait à quoi ressemblaient ses journées. Cela continuait encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent. Quelque part au milieu, elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je choisirais un voyage plutôt qu'une vraie responsabilité, et qu'elle ne savait plus qui j'étais. Il n'y avait rien sur les années que j'avais déjà réorganisées autour d'elle. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone face cachée comme s'il pouvait brûler un trou à travers le comptoir si je le fixais plus longtemps. Toute réponse que j'enverrais à ce moment-là sonnerait soit comme des excuses, soit comme une attaque, et j'avais fini de vivre à ces 2 extrêmes. Au lieu de cela, j'ai rempli la bouilloire, attendu que l'eau bouille et me suis assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de thé et la liste de colisages collés sur le frigo. Voir mes propres priorités écrites de mon écriture m'a calmée d'une manière qu'aucune conversation n'avait jamais faite.
Quand j'ai finalement repris le téléphone, le chat de groupe familial s'était transformé en un couloir bondé. Ma mère avait ajouté des messages disant que tout le monde était stressé et que nous devrions nous rencontrer au milieu. Mon père avait écrit que nous devions être réalistes et penser à ce qui était le mieux pour les enfants. Dans son esprit, être réaliste signifiait généralement que j'étais celle qui devait renoncer à quelque chose. Maglone avait déposé une photo du calendrier scolaire dans le chat, des cercles autour des jours de congé, comme un argument visuel qu'elle pensait clore la discussion. Je n'ai pas répondu là-bas. J'ai ouvert un nouveau message à ma sœur à la place. J'ai tapé que je serais hors de la ville pour les vacances de printemps aux dates que je lui avais déjà données, que je ne prendrais pas en charge la garde des enfants cette semaine-là et qu'elle devait trouver une autre solution. Les mots semblaient raides sur l'écran, presque comme s'ils appartenaient à un email professionnel, mais au moins ils étaient clairs. J'ai lu le message plusieurs fois, vérifiant les bords mous qu'elle pourrait tordre en permission plus tard, puis j'ai appuyé sur envoyer. L'indicateur de frappe est venu et est parti sans réponse. Quand quelque chose est finalement apparu, c'était de retour dans le fil du groupe familial, pas dans notre conversation privée. Maglone a posté une longue explication sur la façon dont elle avait tout essayé, comment certaines personnes refusaient d'aider, combien il était difficile d'être mère quand les autres ne voulaient pas intervenir. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais chaque ligne pointait directement vers moi. Quelques parents ont ajouté de petites réactions, l'équivalent numérique de hocher la tête depuis la touche. J'ai activé le mode ne pas déranger et éteint la lumière principale, ne laissant que la douce lueur de l'extérieur s'étendre sur le sol. L'appartement semblait plus calme quand je me concentrais sur de petites tâches au lieu de grandes émotions. J'ai sorti ma valise du placard, je l'ai ouverte sur le lit et j'ai plié les vêtements en piles nettes et délibérées. Chaque chemise et chaque paire de jeans ressemblaient à une petite promesse à moi-même que je partais toujours. Plus tard, lorsque ma carte d'embarquement est devenue disponible, je me suis enregistrée à la seconde où l'application de la compagnie aérienne l'a permis. Regarder mon nom et mon numéro de siège apparaître sur l'écran était comme regarder une porte se mettre en place avec un clic. J'en ai imprimé une copie et l'ai glissée dans la poche avant de mon sac à dos, puis j'ai revérifié les alarmes sur mon téléphone pour le matin où je partirais pour l'aéroport. Plus ces détails devenaient concrets, moins il y avait de place pour que les plans de quelqu'un d'autre s'infiltrent. Le sommeil a pris son temps. Je me suis allongée sur les couvertures, essayant de ne pas rejouer chaque phrase du dîner. Le chat de groupe est resté silencieux, une bulle de conversation grise et vide que je refusais d'ouvrir à nouveau. J'ai fixé le plafond et compté les nuits restantes avant le début des vacances, me rappelant à chacune que j'avais déjà choisi à quoi ressemblerait cette semaine. Le jour suivant au travail, la concentration ressemblait à quelque chose que je devais gagner au lieu de quelque chose qui arrivait simplement. Mon téléphone s'allumait sur le bureau toutes les quelques minutes jusqu'à ce que je le tourne finalement face cachée et l'enterre sous une pile de dossiers de restauration. À midi, la curiosité l'a emporté. J'ai déverrouillé l'écran et vu une nouvelle image de ma sœur attendant en haut de notre fil. C'était une photo d'un programme manuscrit pour toute la semaine de relâche. Mon nom figurait dans les marges de chaque jour, crayonné du matin au soir. En dessous, elle avait griffonné des notes sur les heures de dépôt, les routines du coucher, les collations préférées. Il y avait des flèches et des cercles et de petites étoiles à côté des activités qu'elle s'attendait clairement à ce que je gère. Il n'y avait pas un seul point d'interrogation nulle part sur la page. Une colère lente et épuisée s'est installée dans ma poitrine. J'ai fermé l'image et mis la conversation en sourdine. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert le portail des locataires de mon immeuble et j'ai fait défiler le règlement intérieur avec un niveau de concentration que je n'avais pas réussi toute la journée. Caché entre des notes sur le ramassage des ordures et les permis de stationnement se trouvaient des lignes sur le flânage, sur le fait de laisser des mineurs sans surveillance, et sur les responsabilités des résidents lorsque quelqu'un essayait de transformer leur porte en salle d'attente. Pour la première fois, je me suis laissé penser calmement à ce que je ferais si ma sœur décidait de se présenter à mon appartement et essayait de me refiler la semaine quand même. Le soir même, je suis descendue au bureau du syndic avec mes nerfs cachés derrière des questions neutres. La gestionnaire, Madame Castille, était encore à son bureau. Une femme élégante, aux cheveux gris coupés courts, qui dirigeait cet immeuble comme un navire militaire. Je lui ai demandé ce que les locataires étaient censés faire si quelqu'un essayait de laisser des enfants dans le couloir devant un appartement. La réponse de Madame Castille a été calme et pratique. Les résidents ne sont pas tenus d'accepter des enfants qu'ils n'ont pas accepté de garder. Les mineurs ne sont pas censés être laissés sans surveillance. Si cela se produit, l'immeuble s'attend à ce que vous appeliez à l'aide, pas que vous absorbiez silencieusement le problème.
C'est considéré comme un abandon, mademoiselle. Entendre cela exposé en termes simples a fait quelque chose en moi. Ma famille avait traité ma réticence comme un défaut de personnalité. En quelques phrases, Madame Castille a clairement indiqué que ce que je voulais n'était pas dramatique. C'était la sécurité de base. De retour à l'étage, je me suis assise à ma petite table et j'ai écrit la note. Je l'ai gardée nette et simple. J'ai dit que je ne fournirais pas de garde d'enfants pendant les vacances de printemps. J'ai écrit que laisser les enfants devant mon appartement tout en s'éloignant serait traité comme un abandon dans un couloir et que je contacterais la direction de l'immeuble et, si nécessaire, demanderais un contrôle de bien-être par la police. J'ai laissé de côté toute tentation d'expliquer ou de m'excuser. Il n'y avait que des limites et des conséquences. Rien que ma sœur ne puisse tordre en une demi-promesse plus tard. Dans la fine lumière grise, j'ai glissé la page pliée dans une enveloppe et l'ai posée près de la porte. Le matin que j'attendais est enfin arrivé. Je me suis réveillée avant mon alarme. L'immeuble était immobile, le couloir calme, mais mon corps avait l'impression d'être déjà en plein combat. J'ai enfilé un jean et un sweatshirt et j'ai regardé le pen dormant verrouillé. La note sur la table d'entrée attendait à côté de ma valise. 4h30 du matin. Mon VTC pour l'aéroport de Genève était prévu pour 5h15. J'avais 45 minutes d'avance. J'ai pris le ruban adhésif large que j'utilise pour sceller mes cartons de pièces détachées. J'ai ouvert la porte, l'air froid du couloir m'a frappé le visage. J'ai collé l'enveloppe, bien en vue, à hauteur des yeux, sur le bois sombre de ma porte. J'ai pris une photo. Puis, je suis rentrée, j'ai verrouillé à double tour, et je me suis assise sur ma valise dans l'entrée, dans le noir, attendant l'inévitable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le son de l'ascenseur atteignant mon étage a coupé le silence. Un moment plus tard, j'ai entendu le traînement de petits pieds, le frottement des sacs et le murmure bas de voix d'adulte. Ils se sont arrêtés juste devant. Des coups ont frappé le bois selon un motif que je connaissais par cœur. Je n'ai pas répondu. Les coups sont revenus, plus forts cette fois, suivis du bruit sourd de quelque chose posé près du seuil. À travers les hutons, j'ai vu 2 sacs à dos alignés contre ma porte et le sommet de 2 petites têtes. Maglone se tenait au-dessus d'eux, la mâchoire serrée, son mari Landry à côté d'elle avec une main sur une poignée de valise. Ils avaient l'air épuisés mais suffisants, comme s'ils accomplissaient une simple formalité. « Allez, lisons, ouvre » siffla Maglone, pas assez fort pour réveiller les voisins, mais assez pour que je l'entende. « On sait que tu es là. Ta voiture est en bas. » Je n'ai pas bougé. J'ai senti mon pouls bondir, puis je l'ai étudié en me concentrant sur l'enveloppe que j'avais collée de l'autre côté. Landry a été le premier à la remarquer. Il a tapé sur l'épaule de Maglone et a pointé le papier blanc. Maglone l'a arraché de la porte. Je pouvais presque entendre le bruit du papier se déchirant. Elle l'a ouvert dans le couloir. Ses yeux ont parcouru la page. La confusion a traversé son visage d'abord, puis une incrédulité aiguë qui a tendu ses épaules. Landry s'est penché pour parcourir les lignes, sa bouche pressée en une ligne plate et malheureuse. Je ne pouvais pas entendre chaque mot à travers la porte, mais le volume de leur voix a monté rapidement. J'ai attrapé des fragments, des accusations sur la famille et la loyauté, et le fait de transformer quelque chose de privé en quelque chose d'officiel. Elle bluffe, a dit Landry, sa voix plus forte maintenant. Elle ne ferait jamais ça. Laisse les petits, on y va. Elle ouvrira quand on sera parti. Tu as vu ce qu'elle a écrit, a crié Maglone, oubliant de chuchoter. Elle parle de la police, Landry. Elle a cité le code pénal. Les enfants ont déplacé leur poids d'un pied à l'autre, regardant entre les adultes et ma porte silencieuse. Chaque pic de la frustration de leurs parents portait dans le couloir. J'ai gardé mes mains sur mes côtés et me suis concentrée sur ma respiration. C'était le moment où chaque oui antérieur les avait entraînés à attendre une réponse différente. La pression dans leur voix ne m'a pas émue. Je leur avais donné ma réponse il y a des jours en mots. C'était la version écrite soutenue par des règles qui ne se souciaient pas de combien de temps quelqu'un s'appuyait sur moi. Soudain, Maglone a commencé à marteler la porte avec ses poings. Lisons. Ouvre cette putain de porte. Je sais que tu es là. Tu ne vas pas appeler les flics pour ta propre sœur. Les coups résonnaient comme des coups de feu dans le petit couloir. J'ai vu la porte de la voisine d'en face, Madame Durand, s'entr'ouvrir. Une vieille dame curieuse en robe de chambre.
Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé Madame Durand d'une voix tremblante. Maglone s'est tournée vers elle, adoptant instantanément son visage de victime. Ma sœur refuse d'ouvrir la porte à ses neveux, Madame. Elle nous a promis de les garder et maintenant elle joue à la morte. Les pauvres petits sont fatigués. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé Maglone. J'ai appelé le numéro d'urgence de la résidence que Madame Casti m'avait donné. Oui, bonjour, c'est Lison à l'appartement 4B. Il y a des intrus devant ma porte qui perturbent la paix et menacent d'abandonner des mineurs. Oui, j'ai les preuves vidéo de ma sonnette connectée. Merci. 2 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. L'ascenseur a sonné à nouveau. Ce n'était pas la police, mais c'était presque aussi efficace. C'était le gardien de nuit, un homme massif nommé Monsieur Rossi, accompagné de Madame Casti elle-même, qui vivait au premier étage et s'était levé tôt. Je regardais toujours par l'œilleton. J'ai vu le visage de Maglone se décomposer quand elle a vu l'uniforme. Madame, a dit Madame Casti d'une voix glaciale qui a coupé les cris de ma sœur. Vous réveillez tout l'étage. J'ai reçu une plainte formelle de votre sœur hier concernant une tentative d'abandon d'enfant. Si vous et ces enfants n'êtes pas dans l'ascenseur dans 30 secondes, j'appelle la gendarmerie pour trouble à l'ordre public et mise en danger d'autrui. Et croyez-moi, ils viendront. Mais, c'est ma sœur, a balbutié Maglone, son arrogance fondant comme neige au soleil. C'est une résidente qui a le droit à la tranquillité. Partez. Maintenant. Landry a attrapé les valises. Il n'a même pas regardé sa femme. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur frénétiquement. Maglone a lancé un dernier regard haineux vers ma porte, a craché un salope inaudible et a poussé les enfants vers la sortie. Les portes se sont fermées. Le silence est retombé. J'ai attendu 5 minutes complètes. Puis j'ai attrapé ma valise, j'ai ouvert la porte, j'ai remercié Monsieur Rossi qui montait la garde au bout du couloir d'un signe de tête, et je suis descendu par les escaliers de service pour rejoindre mon VTC qui attendait dans la rue latérale. Je tremblais de tout mon corps, mais je n'avais jamais été aussi légère. Le trajet vers l'aéroport a été flou. Mon chauffeur parlait de vols matinaux et de longues files d'attente de sécurité. Je regardais la ville glisser et laissais la distance grandir entre moi et le couloir où ma sœur avait essayé de laisser son problème à ma porte. Au moment où je me suis assise à la porte d'embarquement, entourée d'étrangers aux prises avec leurs propres bagages et plans, les attentes de ma famille semblaient plus petites qu'elles ne l'avaient jamais été. Quand l'avion a décollé, Annecy s'est rétrécie en un patchwork de rues et de lumière sous l'aile. J'ai regardé par le hublot et réalisé que personne ne pouvait frapper à ma porte. Personne ne pouvait pousser des sacs à dos contre elle. Personne ne pouvait rien exiger de moi à 30 000 pieds. Mais la technologie a une façon cruelle de vous garder attaché au sol. Dès que j'ai atterri à Funchal, à Madère, et que j'ai désactivé le mode avion, mon téléphone a failli exploser. Pas d'appel manqué cette fois. Mais des notifications Facebook. Des dizaines. Maglone avait lancé la guerre nucléaire. Sur son mur, un long post larmoyant. Une photo d'elle, les yeux rouges, sans doute frottés vigoureusement avant le selfie, tenant ses 2 enfants qui avaient l'air confus. Le texte était un chef-d'œuvre de fiction, le cœur brisé ce matin. Quand votre propre sang vous ferme la porte au nez. Nous avions un accord pour qu'elle garde les petits cette semaine pour que je puisse enfin me reposer après mes soucis de santé. Elle a attendu que nous soyons devant sa porte avec les valises pour nous jeter dehors comme des chiens, prétextant un voyage surprise. Riche et sans enfants, mais le cœur vide. Je ne sais pas comment je vais expliquer à mes anges que leur tante ne les aime pas. Les commentaires étaient horribles. Des tantes éloignées que je n'avais pas vues depuis 10 ans écrivaient « Quelle honte, Lison a toujours été spéciale, mais là, courage ma chérie, le karma s'en occupera. » J'étais dans la file d'attente pour récupérer ma voiture de location, le soleil de Madère chauffant ma peau, mais j'avais froid à l'intérieur. Ma première réaction a été la panique. Je voulais répondre, me défendre, crier que c'était faux, qu'il n'y avait jamais eu d'accord, qu'elle mentait sur ses soucis de santé. Mes mains tremblaient sur l'écran tactile. Félicie, mon amie de voyage qui était arrivée la veille, m'a arraché le téléphone des mains. Lison, stop. Ne commente pas. C'est ce qu'elle veut. Elle veut te gâcher tes vacances à 2000 km de distance. Si tu réponds, tu lui donnes du pouvoir. Mais elle ment. Tout le monde la croit. Alors prouve-le.
Mais pas en pleurnichant. En étant factuel. Nous sommes allés à notre Airbnb, une petite maison blanche perchée sur une falaise. J'ai posé mes valises. J'ai pris une douche. J'ai bu un verre de vin blanc local. Et j'ai réfléchi. Maglone avait joué sur l'émotion. Je jouerais sur l'épreuve. J'avais tout gardé. J'avais un dossier sur mon téléphone nommé preuve que j'avais commencé la veille, juste au cas où. J'ai ouvert Facebook. Je n'ai pas commenté sur son post. J'ai créé le mien. Pas de texte larmoyant. Juste 3 images. Image 1, une capture d'écran de notre conversation WhatsApp datant d'il y a 3 mois. Moi, juste pour rappel, je suis à Madère du 12 au 19 avril. Billet pris. Maglone, ok cool. Tu me ramèneras du vin? Preuve qu'elle savait. Image 2, une capture d'écran de la conversation de la veille. Moi, je ne peux pas les garder. Je pars. Maglone, je m'en fous, je te les amène quand même, tu n'auras pas le choix. Image 3, la photo de la lettre du syndic que j'avais reçue par mail, confirmant l'incident du matin. Madame, nous vous confirmons que l'incident concernant la tentative d'abandon de mineurs devant votre porte a été signalé. J'ai ajouté une seule légende, les mensonges font du bruit. La vérité a des dates et des captures d'écran. Je suis en vacances, comme prévu depuis janvier. Veuillez respecter ma paix. J'ai appuyé sur publier. Et j'ai éteint mon téléphone pour les prochaines 24 heures. Je pensais que mon poste ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu, mais c'était nécessaire. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'ampleur de la réaction. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain soir, après une journée passée à randonner le long des levadas, canaux d'irrigation, de l'île, le paysage numérique avait changé. Les commentaires sous le post de Maglone avaient disparu. Elle avait supprimé son post. Pourquoi? Parce que sous le mien, la marée avait tourné. Les gens n'aiment pas être pris pour des idiots. Les mêmes tantes qui m'avaient critiqué la veille mettaient maintenant des likes sur ma publication ou restaient silencieuses. Mais le plus satisfaisant, c'était les messages d'amis communs. Je ne savais pas qu'elle t'avait fait ça. C'est dégueulasse. Sérieux? Elle savait depuis janvier? Elle m'a dit hier que tu l'avais planté le matin même. Maglone s'était piégée elle-même dans sa toile de mensonges. En voulant me faire passer pour le méchant publiquement, elle avait forcé une confrontation publique avec la vérité. Si elle avait gardé ça dans la famille, elle aurait pu continuer à contrôler le récit. Mais elle avait voulu le tribunal de l'opinion publique, et le tribunal avait rendu son verdict. Félicie m'a tendu un autre verre de vin sur la terrasse. Tu sais ce qui est le mieux? C'est que tu n'as même pas eu besoin de crier. Tu as juste montré la réalité. Cependant, tout n'était pas rose. J'avais un message vocal de ma mère. Je l'ai écouté, le ventre noué. Sa voix tremblait. Lison, comment as-tu pu afficher ta sœur comme ça? Les gens parlent. Tu humilies la famille. Retire ça tout de suite. Ton père est furieux. J'ai senti la vieille culpabilité remonter, ce conditionnement pavlovien qui me disait que le confort de mes parents passait avant ma vérité. J'ai failli supprimer le post. J'ai failli céder. Puis j'ai regardé l'océan Atlantique s'écraser contre les rochers en contrebas. J'ai pensé à la porte de mon appartement, au coup de poing de Maglone, à la façon dont ils avaient prévu de laisser des enfants seuls dans un couloir juste pour me forcer la main. J'ai répondu par écrit à ma mère, « Maman, Maglone a menti publiquement à mon sujet. » Je n'ai fait que corriger les faits. Si la vérité est humiliante pour elle, c'est parce que ses actions étaient honteuses. Je ne retirerai rien. Et je ne répondrai plus aux messages concernant ce sujet pendant mes vacances. Puis j'ai bloqué temporairement le numéro de mes parents. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. C'était comme couper un membre gangrené. Ça faisait mal, mais c'était nécessaire pour survivre. Le reste de la semaine a bougé par sauts inégaux. Le travail semblait à la fois normal et légèrement flou, comme si ma vie là-bas se passait derrière une vitre. Mais une partie de mon esprit est restée dans ce couloir, rejoint l'image des sacs à dos alignés contre ma porte. Chaque nuit, je passais devant les portes de mes voisins et je me demandais combien d'entre eux avaient entendu les voix élevées ce matin-là. Les appartements d'Annecy ne sont pas construits pour la confidentialité.
Le son se déplace à travers les murs comme de l'eau. J'ai ressenti une lueur de honte à la pensée de l'argument de ma famille se déversant dans le couloir, puis je me suis souvenu de qui l'avait apporté là et pourquoi. Les vacances de printemps ne se sont pas transformées en un montage de guérison de film. Elles m'ont juste donné une semaine où mon nom n'était pas un raccourci pour la garde d'enfants gratuite. J'ai dormi sans garder une oreille attentive aux messages. J'ai passé des matinées lentes autour d'un café avec des amis qui me connaissaient en tant que personne au lieu d'une ressource. Quand je parlais de mes projets ou de mon travail ou de ce à quoi je voulais que l'année prochaine ressemble, personne ne coupait pour demander si j'étais libre pour les aider ce week-end-là. L'absence de cette question était plus forte que toute excuse que je n'ai jamais reçue. Une fois, par habitude, j'ai ouvert le chat de groupe familial. Il était plein de longs paragraphes sur le devoir et la loyauté et ce que signifiait faire partie d'une famille. Les mots étaient assez familiers pour que je puisse presque les réciter. Mais quelque chose en moi avait changé. Au lieu de faire défiler jusqu'à la fin et de taper une défense, j'ai fermé le fil et je suis retourné à ma journée. L'ignorer ressemblait moins à s'enfuir qu'à refuser de se tenir dans une salle d'audience où je n'avais jamais accepté d'entrer. L'un des derniers jours, je suis monté au Pico do Arriero, l'un des plus hauts sommets de Madère. Au-dessus des nuages, l'air était rare et pur. J'ai rencontré un couple de retraités français, Jean et Marie, qui prenaient des photos. Nous avons discuté. Ils m'ont raconté qu'ils avaient vendu leur grande maison à Lyon pour voyager parce que leurs enfants ne venaient les voir que pour demander de l'argent. On a mis 40 ans à comprendre, m'a dit Marie avec un sourire triste mais serein. Que l'amour ne s'achète pas, et que le respect ne se négocie pas. Si on doit payer pour être aimé, alors on préfère être seul et riche de nos expériences. Cette phrase a résonné en moi comme le tic-tac d'une horloge parfaitement réglée. J'avais 32 ans, pas 70. J'avais la chance d'apprendre cette leçon maintenant. J'ai pleuré là-haut, caché derrière mes lunettes de soleil. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Je pleurais la mort de l'espoir que ma famille change un jour, et la naissance de ma propre vie. Quand je suis rentrée chez moi, mon appartement ressemblait exactement à la façon dont je l'avais laissé. Pas de sac, pas de jouets, aucun signe que quiconque avait essayé de tester les limites que j'avais fixées. Une lettre du bureau de location attendait dans ma boîte aux lettres, une version finale du rapport d'incident que j'avais déjà vu. Elle décrivait la scène du couloir dans un langage sec et prudent, et confirmait que l'immeuble comprenait que je n'avais jamais consenti à rien de tout cela. Lire ces phrases, j'ai ressenti une sorte de validation que ma famille n'avait jamais offerte. Quelqu'un en dehors de l'histoire acceptant que mes limites étaient raisonnables. Ma sœur a cessé de venir à ma porte après cela. Elle est passée à parler de moi dans des endroits où je n'étais pas invitée, principalement lors de dîners avec mes parents. D'après ce qu'ils ont répété plus tard, elle s'est présentée comme épuisée et abandonnée, une mère forcée de tout porter seule pendant que je me choisissais. Quand ils ont mentionné la politique de l'immeuble et le risque de laisser les enfants sans surveillance, le ton à sa table a changé. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas seulement mon imagination ou ma menace. Elles étaient une mesure de la proximité avec laquelle elle avait failli franchir une ligne qu'aucun de nous ne pouvait prétendre ignorer. Dans les mois qui ont suivi, nos rôles se sont réorganisés. Mes parents ont commencé à planifier leur propre visite avec les enfants. Au lieu de supposer que je serais toujours disponible, le chat de groupe est devenu silencieux de mon côté. Je l'ai bloqué et j'ai gardé un fil plus petit ouvert uniquement avec mes parents à une condition. Si la conversation se transformait en discussion sur mes choix, je me retirais. Je le pensais vraiment. Et ils l'ont appris à la dure. Quand j'ai arrêté de répondre quelquefois et que je ne me suis pas précipitée pour accommoder les choses, couper ma sœur de ma vie quotidienne ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à croire enfin à ma propre version de l'histoire. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour signifiait absorber tout ce que les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas gérer. Chaque fois que je disais oui contre mon meilleur jugement, je leur apprenais que mon temps ne coûtait rien. Dire non n'a pas soudainement changé qui ils étaient, mais cela a changé ce que j'étais prête à permettre. Il y a eu des tentatives de réconciliation. Un mois après mon retour, Maglone m'a envoyé un texto. Pas d'excuses. Juste, maman dit que tu as ramené du vin de Madère. On passe dimanche? J'ai répondu, non. Je ne suis pas disponible dimanche. Pas de justification. Pas de désolé, j'ai du travail. Juste non. Elle a répondu, ok. C'était la première fois qu'elle acceptait un refus sans combat. Pourquoi? Parce qu'elle savait maintenant que j'avais des munitions.
Elle savait que je n'avais plus peur de faire du bruit. Mon père a eu plus de mal. Il a essayé de venir à l'improviste à mon atelier une fois. Mais j'avais changé le code de l'entrée. Il a dû m'appeler depuis la rue. Je suis descendue, je ne l'ai pas fait monter. Nous avons parlé sur le trottoir. Il a dit que je détruisais la famille. Je lui ai dit, non, papa. Je construis ma vie. Si la famille ne peut pas survivre à mes limites, c'est que la famille était déjà brisée. Il est reparti sans rien dire, mais je crois qu'il a compris qu'il ne pouvait plus me contrôler. 6 mois ont passé. C'est l'automne à Annecy maintenant. Les feuilles tombent sur le lac. J'ai appris récemment par une cousine que Maglone avait dû prendre un travail à mi-temps comme caissière parce que son business d'influenceuse s'était effondré et que Landry menaçait de la quitter si elle ne contribuait pas aux finances. Elle doit maintenant payer une vraie baby-sitter. Apparemment, elle se plaint tout le temps que c'est trop cher et qu'on ne peut faire confiance à personne de nos jours. L'ironie est délicieuse. Elle paye maintenant des inconnus pour faire ce que je faisais gratuitement, et elle se rend compte de la valeur du service. Quant à moi, j'ai reçu une promotion à l'atelier. On m'a confié la restauration d'une collection privée de montres suisses. C'est un travail qui demande un calme absolu. Et je l'ai. Mon appartement est mon sanctuaire. Le silence n'est plus lourd, il est doré. Je vois mes neveux de temps en temps, chez mes parents, pour des anniversaires. Je suis la tante Lison qui apporte des cadeaux sympas, reste 2 heures et rentre chez elle. Je ne change plus de couche. Je ne gère plus les crises. Je suis devenue ce que j'aurais toujours dû être, une tante, pas un parent de substitution. S'il y a une leçon dans tout cela, c'est que les limites ne concernent pas la punition des autres. Elles concernent la protection des parties de vous qui s'épuisent lorsque vous les remettez trop librement. La famille peut être une source de réconfort, mais elle peut aussi devenir l'endroit où votre générosité est traitée comme une obligation. Quand cela arrive, se choisir soi-même semblera égoïste aux personnes mêmes qui ont bénéficié du fait que vous ne vous êtes jamais choisi auparavant. Je suis encore en train de comprendre à quoi ressemble ma vie sans l'attraction constante de tout laisser tomber quand quelqu'un d'autre claque des doigts. C'est plus calme maintenant, parfois plus solitaire, mais cela semble net. Mon temps m'appartient à nouveau. Ma paix aussi. J'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais j'ai gagné le respect de moi-même. Et croyez-moi, ça vaut bien plus que tous les dîners de famille du monde. Ma porte est verrouillée, non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour protéger la paix qui est à l'intérieur. Et la prochaine fois que je partirai en voyage, la seule personne à qui je devrai rendre des comptes sera moi-même. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si un morceau de cela semblait familier, j'espère que cela vous donne la permission de protéger vos propres limites, même lorsque la personne qui les franchit partage votre nom de famille. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour sauver votre santé mentale? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, je les lirai tous. Un simple j'aime aide aussi énormément la chaîne. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre temps est précieux. À la prochaine.